Oui, non, mais ils ont fait les contrôles. Oui. Alors avec les Simon, qui était très branché sur le secteur parisien, a cru effectivement que j'étais mort. Il s'en est expliqué longtemps après. Je lui ai demandé de rien corriger parce que trop drôle, j'ai reçu énormément de surface, ce qui prouve quand même qu'il y avait quelques amis qui pensaient à moi. Rien ne vous prédestinait en fait à devenir un artiste de théâtre, un homme de théâtre. Vous êtes né à la rue du Vieux-Billard à Genève. Tout à fait, à plein palais. Et puis ma mère était de Port-Entrouillel, aussi d'un tout petit bled, tout près de Fribourg. Oui. Alors là, on est dans le canton de Fribourg, bien sûr. Elle est employée de maison, votre mère. Si, tout à fait. Bon, c'était très difficile pour les paysans, à l'époque, comme c'est souvent encore maintenant. C'était pas l'exode vers la ville, mais c'était la place de travail. Et puis elle a été engagée comme jeune fille de compagnie par une comtesse italienne qui allait souvent à Venise. Ce qui fait que ma mère est allée très vite au théâtre avec elle, l'accompagner à l'opéra, surtout à la Fenice, je pense, avant qu'il y ait des problèmes. Et puis, elle a donc ramené, en revenant à Genève, pour essayer de retrouver du travail, elle a connu mon père, qui était venu après son apprentissage aussi, à Port-Entrouille, qui était revenu donc à Genève pour essayer aussi de trouver du travail. C'était dans les années 20. Et c'est ce hasard de personnes qui n'avaient pas de travail qui ont fait finalement qu'ils ont bien travaillé puisque je suis là. Oui, on lisait chez vous, on allait au spectacle. Alors, au spectacle, beaucoup. Lire, pas beaucoup, non. Ça, c'est plutôt une envie que j'ai eue très tôt, très jeune. Mais on allait au spectacle, c'est-à-dire que ma mère continuait à aller à l'opérette, à l'opéra, au Grand Théâtre, ou à la Poulaille, et elle emmenait mon père, qui était donc un mari très docile, et qui peu à peu d'ailleurs s'y est intéressé de plus en plus, ce qui fait que très jeune ils m'ont emmené au théâtre, et mon anecdote surtout, et je crois que c'est de là que ça vient le théâtre, c'est un peu comme Tchekhov. Tchekhov a découvert le théâtre en allant voir la Belle Hélène d'une façon étonnante. Il est tombé amoureux de la fille qui jouait la Belle Hélène. Puis après il n'avait plus d'argent pour aller au théâtre, mais il voulait aller au théâtre, il dit plus tard ma vie il sera dans le théâtre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé tuer des oiseaux et les dénicher. Il vendait les nuisibles, comme on dit, au poste de police, on lui donnait de l'argent, et avec ça, il se payait des places de théâtre clandestinement très jeunes. Et je pense que La Mouette de Tchekhov, pièce sur le théâtre, est remarquablement et exemplairement raconte cette histoire-là. Alors moi, c'est Les Saltimbanques, une opérette française, que j'ai vue, je crois, dans les 6 ans à peu près. C'est la première fois que j'allais au théâtre. Et je peux redessiner les décors, je peux revoir, je revois tout. Et Oui, Moniret. Comment voyez-vous l'avenir du théâtre ici? J'ai pas ma boule. J'ai pas ma boule de cristal. Mais moi je crois que c'est très simple. L'avenir du théâtre, il est toujours là. Et il sera toujours là. Il connaîtra des tas de vicissitudes, il y aura des tas de problèmes, il y aura des tas de conflits, il y aura des tas de contradictions, comme on veut. Si possible, les conflits, autant les gérer dans la contradiction, plutôt que ça se dégénère en guerre, mais il y aura toujours du théâtre. Il est à l'origine des choses, et pourquoi? Parce que le théâtre n'est pas de la religion, contrairement à ce qu'on croit, mais encore une fois, la religion et le théâtre naissent en même temps du commerce, du troc. Mais là, j'anticipe déjà. C'est une vacherie parce que c'est un spectacle que je prépare actuellement, que je dois jouer donc la semaine prochaine à Saint-Gervais, et qui raconte l'histoire de la naissance du théâtre. Enfin, c'est des tas de déconnantes là-dessus, sur le théâtre, mais quand même, on peut le redire, ça fait rien. C'est la question même du rapport. Le théâtre pose la question en direct du rapport. À partir de ce moment-là, j'espère que les rapports, il y en aura toujours, surtout entre hommes et femmes, pour mon goût personnel, mais je crois que cette question-là de l'échange, qui est marquée au départ par la naissance, on peut dire, de l'activité
contradictoire, de conflit. Au départ, c'est le troc, c'est le commerce. Or, nous vivons que ce soit, attention, le commerce, j'entends pas le commerce au sens mercantile purement, le commerce au sens où Racine l'entend, le commerce entre les êtres, l'économie d'une pièce, comme dit Racine encore, enfin. Et cette question-là, elle est fondamentale parce qu'elle va organiser la totalité des rapports de création et du théâtre et de la mythologie. Alors, ça va donner naissance à deux arts parallèles qui reposent tous les deux sur la question de la mise en question des discours premiers, des discours fondateurs. Hein, que ce soit des discours fondateurs cosmologiques, à travers les religions diverses, etc., ou du discours fondateur, je dirais, sociologique, c'est-à-dire comment les hommes et les femmes vivent leurs rapports entre eux, comment les rapports peuvent changer selon les sociétés, selon les modèles qu'on se donne, et surtout selon les utopies qu'on se donne. Et je crois que ce qui va toujours sauver le théâtre, c'est que c'est peut-être l'espace privilégié de l'utopie. Et donc, c'est ce qu'on doit privilégier avant tout. Et quand on dit les utopies sont mortes, oui, heureusement, on en crée de nouvelles. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc, le théâtre va continuer à tenir son discours, avec toutes sortes de vicissitudes, toutes sortes d'avatars, toutes sortes de transformations, toutes sortes encore une fois, de conflits, de contradictions, tout ce qu'on veut. Mais, à la limite, le théâtre est un art du polémos, à partir du moment où il y a du dialogue, à partir du moment où il y a des oppositions de pensée, ou des oppositions de caractère, eh bien, c'est simplement, il faut arriver à utiliser ce conflit à des fins théâtrales. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, bon ben... De deux choses l'une. Ou ce qui a été dit est suffisant, ou alors c'était complètement inutile, donc on en reste là. La première bobine, seule est coupée. Au bout de 3 minutes, on la coupe, parce que dans les 3 premières minutes, on donne un plan qui met en jeu, comme vous l'avez vu, l'intervieweur. Après quoi, la première bobine finit sur un plan, chaque bobine a un plan, et il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de reprise. La bobine est tournée, est exploitée telle que. Ce qui nous amène à faire des lapsus, et moi j'en ai fait un qui est assez éclairant. Dans le rapport du théâtre à l'inconscient, je dis bien que mon père est né à Porrentruy, et que je dis que ma mère est née dans le canton de Fribourg, et je redis Porrentruy. Pourquoi? Parce qu'elle est née à Chez-Opello, et j'ai essayé de trouver Chez-Opello en allant me balader par là, et je ne l'ai jamais trouvé. Après on m'a dit, c'est un gars de la radio m'a dit, mais je connais Chez-Opello, c'est deux fermes. C'est un hameau. Alors donc je ne l'ai pas trouvé, ce qui fait que ce lapsus s'est retrouvé là-dedans. Et Jeannet l'a vu, et il était gêné, et puis après, quand on change de plan entre la bobine, il me dit, mais tu t'es trompé. Je dis, oui, mais si je le reprends maintenant, c'est plus un plan fixe. Donc je préfère laisser le lapsus, d'autant qu'il est très éclairant, pour moi. Je continue alors. À l'heure actuelle, quel est le centre de votre intérêt? Plus vers l'acteur, le jeu, continuer en tant qu'acteur ou en tant que metteur en scène? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Moi je dirais que quand on était à la rue Blanche, et tu connais très bien l'époque, puisque tu étais au conservatoire dans ces temps-là, un peu après moi quand même, parce que tu es quand même beaucoup plus jeune. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à notre époque, on voulait être comédien. Quand on entrait dans une école de théâtre, c'était pour être comédien. Et c'était formidable. Et comme moi, Greta Prozan m'avait fait régler les scènes des camarades du cours, et que j'avais, disons, une certaine facilité à faire de ce que les Anglais appellent le grouping, ou Brecht l'arrangement, donc les élèves, à la rue Blanche comme ici, m'ont demandé de faire les mises en scène. Mais ça m'embêtait souverainement. Je voulais jouer. La mise en scène, c'est débile. Je voulais jouer. Et je continue à vouloir jouer.
Mais on m'a glissé tout le temps dans la mise en scène. Alors la mise en scène n'a d'intérêt que si c'est pour aider les autres à jouer. C'est tout. Si c'est pour raconter ses fantasmes et ses idées, ça n'a pas d'intérêt. C'est de suivre le texte, c'est de suivre l'histoire qui est racontée selon des points de vue différents, selon des esthétiques différentes, et puis d'aider les gens à être dans le coup. Donc, maintenant, dès qu'un élève entre dans une école, là, on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux être metteur en scène? Donc le théâtre, là, risque de périr. Hein? Il faut que les gens entrent dans des écoles pour vouloir jouer la comédie. C'est quand même ça le théâtre. On peut se passer de metteur en scène, on peut se passer de décorateur, on peut se passer de ce qu'on veut au théâtre, mais pas de comédien. Hein? C'est vraiment la matière première. À partir de ce moment-là, moi, actuellement, ça va très bien. Je gère mon temps de la façon suivante: un tiers d'enseignement par année, un tiers de mise en scène, un tiers de jeu. Mais comme les directeurs ici ne veulent pas tellement que je fasse de mise en scène, à part un ou deux, hein, ils ne me demandent pas de faire mise en scène ici en Suisse. Alors je vais le faire en France et en Belgique. C'est tout. Mais je joue ici. Bon, ça c'est leur droit. Moi je ne veux pas contester à un directeur le droit de choisir sa programmation comme il l'entend et tout ça. Ça fait partie du jeu démocratique. Et du jeu, disons, de l'internationalisation et pas de la mondialisation, parce que c'est le contraire. L'internationalisme, c'est de tenter de gérer des contradictions. La mondialisation, c'est d'avoir une pensée unique. C'est tout à fait différent. Et je trouve qu'en abandonnant l'internationalisme, même prolétarien, pour instaurer la pensée unique, on y a beaucoup perdu. En liberté et en tout. Bon, donc c'est un problème, c'est à moi à me débrouiller entre les choses que j'aimais. C'est vrai que j'aime bien jouer, et j'aime bien jouer avec des anciens élèves qui mettent en scène, j'aime bien jouer avec des jeunes metteurs en scène, oui, c'est tout. Mais à la limite, jouer, c'est quand même ça le théâtre. Mettre en scène, c'est intéressant pour aider les autres, mais pas plus. Par contre, l'enseignement, oui, ça c'est important. C'est important, encore une fois, dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire, il faut d'abord communiquer de la mémoire. Parce que le théâtre, qui est un exercice de mémoire, s'oublie trop vite. Les gens oublient très vite les choses. Hein. Alors donc, il faut réinstaurer toujours... Il y a un devoir de mémoire, comme on disait, dans d'autres sphères, qui est important au théâtre. C'est de réinstaller tout le temps l'histoire du théâtre. C'est curieux de savoir qu'ici, il y a une histoire passionnante depuis la guerre et même avant, et que la plupart des jeunes qui entrent dans... Nous, on voulait savoir le passé, on était on emmerdait les anciens pour avoir un contact avec eux tout le temps, plutôt que d'être avec nos copains à discuter. Bon, c'est sympa, mais pas tout le temps. Il faut violer les gens pour essayer Je me souviens des rencontres que j'ai pu faire avec Artaud 2 jours, avec Brecht, avec Jouvet, avec Dulin, avec Strehler, que j'ai connu débutant ici, comédien et pas encore metteur en scène, pendant la guerre. Et ben c'était formidable parce qu'on apprend à gérer une continuité. À partir de ce moment-là, on apprend à gérer une pièce. Alors que maintenant, on veut toujours être à neuf, soi-disant. On veut toujours être dans le demain. Mais on ne pense pas que le demain se construit à partir du hier. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas de répertoire contemporain intéressant s'il n'est pas mis en balance avec un répertoire ancien. Faire un répertoire qui ne serait que moderne n'aboutirait qu'à un vieux théâtre. C'est la contradiction. On vit de ça et on est construit par ça. Et ça me paraît un élément extrêmement important. Voilà, bah, ça y est.
Théâtre du Grütli, je désire vous souhaiter une cordiale bienvenue pour cette soirée inaugurale de la première fête du comédien. Je voudrais ici saluer des personnalités qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Je voudrais nommer M. Robert Kramer, conseiller d'État, M. Pierre Euric, directeur des affaires culturelles de la ville de Genève, M. Jean-Pierre Ballneguer, délégué aux affaires culturelles du département d'instruction publique, M. Jean-François Rorbasser, responsable des arts de la scène de la ville de Genève, M. Valéry Kazanov, directeur du Festival international du monodrame de Moscou, Mme Antonina Michaltsova, directrice du Festival international du monodrame de Minsk en Bélarus. Et j'aimerais également souhaiter la bienvenue à de nombreux collègues directeurs de théâtre et également à toutes les comédiennes et comédiens qui ont eu la gentillesse de venir ce soir. Cette première fête du comédien, je l'ai d'abord rêvée. Et puis un jour, lorsque j'ai eu la chance de pouvoir venir travailler ici au Grütli, je l'ai imaginée. Je l'ai imaginé comme étant une opportunité d'ouvrir ce théâtre non seulement aux créateurs indépendants, mais aussi aux comédiens. Je l'ai imaginé à travers un événement qui salue le parcours théâtral d'une comédienne ou d'un comédien encore en activité, qui a marqué la vie théâtrale en Suisse romande, et également par un encouragement pour de jeunes comédiennes et comédiens qui désirent se perfectionner en suivant des stages en Suisse ou à l'étranger. Car je pense que ce métier continue à s'apprendre au-delà d'une école. D'autre part, cette fête, je l'ai également pensée pour un public, en lui proposant des spectacles tout au long d'une semaine, des spectacles de comédiennes et de comédiens qui sont les initiateurs et qui sont parfois même les auteurs. Ces comédiens ont choisi de s'entourer de collaborateurs, metteurs en scène, comédiens, musiciens, pour porter à la scène une histoire de théâtre et pour partager avec le public leur plaisir. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vivre avec vous cette soirée, offerte à un grand homme de théâtre, qui est André Stégère. On ne peut... On ne peut manquer de rappeler que de très nombreux professionnels du spectacle ont pu bénéficier de son expérience, de sa manière subtile d'apprendre le théâtre, d'apprendre à lire le théâtre, et donc d'apprendre à le penser, et donc à le pratiquer. Je suis reconnaissant à tous mes collaborateurs et aux autorités cantonales et municipales de l'aide qu'ils m'ont apportée pour réaliser cette première fête du comédien. Dans une époque où l'art en général se consomme de plus en plus, je pense que le comédien en Suisse romande, comme ailleurs d'ailleurs, perd quelque peu de son identité. Et alors récompenser une comédienne ou un comédien pour sa vie de théâtre est pour moi une façon de relier l'histoire, donnant ainsi à chacun la possibilité de nourrir sa mémoire et de se dire qu'une aventure de théâtre, c'est un sentiment de partage dans la durée, avec la profession, mais aussi avec un public qui aime encore, je l'espère, à suivre l'évolution d'un comédien, qui veut reconnaître son visage et pouvoir mettre un nom dessus. Et bien maintenant que la fête commence, bonne soirée à tous, bonne soirée André, et place à Moreno Maki et à Jean-Yves Poupin. Personne ne l'aime. What you want, what I want.
personne ne l'aime. What you are, wow, personne ne l'aime. What you are, wow, je l'avais trouvé par un soir de pluie. Elle m'avait parlé, je l'avais suivi, et quand tout fut prêt, la fête, le sacristain, et la préférée, épouser mon cousin. Personne ne m'aime, personne ne veut me garder, j'ai un problème, pour me caser, je suis remplacé. Au revoir et merci. Dès que j'ai l'idée de présenter un ami, mon deuxième amour remplaça le premier. C'était pour toujours, mais elle m'a quitté. Avec la troisième, j'ai pensé, ça y est, cette fois j'ai de la veine, mais elle m'a oublié. Personne ne m'aime, personne ne veut me garder, j'ai un problème, pour me caser, je suis remplacé. Au revoir et merci. Dès que j'ai l'idée de présenter un ami. Nobody loves you. Nobody loves me. Oh Lord, oh Lord, please help this poor and lonesome man. Je suis remplacé. Toi. Au revoir et merci. Toi. Dès que j'ai l'idée de présenter Jean-Yves Boucan au piano. Petite maison sous les roses, dans la forêt de Rambouillet, un couple d'amants se propose. Soyons discrets, c'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève dans la lumière, sous le ciel clair, et le soleil qui fredonne pour eux le bonheur d'être amoureux. Elle, c'est une femme blonde, et lui, c'est un bel homme brun. Tous deux, bien loin du monde, bien loin des importuns. Mon grand chéri, quelle idée merveilleuse de faire ainsi du feu en plein été. Petite fille, c'est pour te rendre heureuse, c'est pour te réchauffer. Et le soleil vient danser dans les arbres, et le amour vient danser près du feu, et le brave homme sourit dans sa barbe, la fillette dans le ciel, dans les cieux. Toc, toc, quelqu'un frappe à la porte. Entrez, a dit le grand barbu. Bonjour, fait le facteur d'une voix forte. Une lettre pour vous, monsieur Landru. Tiens, tiens, tiens. Petite maison sous les roses, dans la forêt de Rambouillet, un couple d'amants se repose. Soyons discrets, c'est un secret. Une fumée bleue qui se lève dans
le ciel est clair, et le facteur qui s'éloigne à songer qu'il est doux d'avoir un foyer. Pour cette première fête du comédien, un jury a été donc formé en vue de décerner un prix qui récompense une comédienne ou un comédien en activité pour l'ensemble de son parcours théâtral. Pour cette première édition, j'ai souhaité que ce jury soit composé de comédiennes et de comédiens, non pas dans un but d'imposer un corporatisme, mais avec le désir d'associer pour cette première édition des personnes représentatives de notre profession, issues d'horizons différents. Pour ce premier jury, j'ai donc fait appel à Séverine Bujard, à Francis Clacal, à Aude Rossel et à Richard Gauthieron. Très improvisé. Il ne faut pas parler trop fort. Si, bien sûr. Ça va? Tu peux t'approcher tout près. C'est un peu lourd. Non, ça va, ça. C'est bon. Alors, le jury a décidé de décerner le prix de la fête du comédien à André Stégère. Qu'est-ce que ça fait chaud au cœur une fois d'être réunis pour quelque chose de tendre comme vous le faites ce soir. C'est magnifique. Je suis ravie pour André. Je vais lui faire une déclaration affective. Il déteste ça. Mais pour moi, comme pour tant d'autres ici, c'est mon papa. Et je voulais l'embrasser sur la bouche passionnément. Il paraît qu'il est malade. Je ne sais pas. Je crois que c'est fini. Alors, donc, pour l'ensemble de son parcours théâtral, en qualité de comédien, de pédagogue et de metteur en scène, pour l'homme de théâtre qu'il incarne depuis de nombreuses années, pour le rôle novateur qu'il n'a cessé d'exercer, et pour l'exemplarité de sa contribution à la vie théâtrale en Suisse romande. Une demande à faire, où est Monica Legzinski? J'ai donc l'honneur de te remettre ce prix de 10 000 francs. Et est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire? Je te cède la parole. Ah ben, je ne sais pas du tout. Comme toujours, hein. Je vais essayer de refaire le coup de... Comment on dit? Des Césars ou des Oscars? Des Molières. Des Molières ou des je ne sais pas quoi. Non, non, je vous remercie tous, d'ailleurs, parce que ce n'est que l'émanation de vous tous. J'espère simplement que, au-delà de la monnaie, à côté de nous, avait un truc formidable quand il nous parlait. Il nous disait... On lui demandait pour une mise en scène quelque chose, il disait « Oui, mais vous comprenez, je peux pas parce que c'est une question artistique. C'est une question artistique. » Mais sérieusement. Alors ça reste maintenant. Vous savez que c'est un des gags, hein. On peut pas toujours... Les directeurs peuvent jamais parce que c'est toujours des questions artistiques. Et là, les autorités, malheureusement, n'y peuvent rien.
Alors, je vous remercie beaucoup pour cette soirée, d'ailleurs, et qui, j'espère, va continuer agréablement. Et je vous embrasse tous. À tout à l'heure. J'ai encore une petite nouvelle à te dire, André. Ce n'est pas, tu sais, cette livraison de cigares que tu attends de Cuba, ça n'a rien à voir, mais c'est concernant une offre du théâtre de Grutli. Nous t'offrons la possibilité de collaborer ici au théâtre de Grutli dans les saisons à venir pour une réalisation, soit en tant que comédien, pédagogue ou metteur en scène. Vous croyez qu'il y a du monde? Je sais pas, je crois qu'il y a tout le village qui est venu. Non! Eh bien, au tout début, j'ai Guigné qui est rentré, et vous savez, il y avait monsieur le curé. Vous croyez qu'il va aimer? Oh, bah, j'espère. C'est quand même pour lui qu'on fait le spectacle. Oui. Il fait sombre. Jadis. Oui, la lumière. Ah oui, c'est moi qui dois la mettre. J'ai oublié. Oh. Restez cachés derrière le rideau. Soyez discrets. Oui, oui. Janine, je me suis juste embrouillée. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ah ben non, ça marche pas. Ah voilà, j'ai trouvé. Ah ben non, ça marche pas non plus. Ah voilà, j'ai trouvé. Ils ont rien vu. Gros, gros, gros. Pète, 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 crampette, crampette, crampette. Gros, gros, gros. Pète, 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 crampette, crampette, crampette. Gros, gros, gros. Pète, 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 crampette, crampette, crampette. Alors, quoi qu'il arrive, on sourit. Bon. Janine. Oui, le rideau. Oui, j'ai oublié. Restez cachés. C'est pas celle-là. À l'école quand j'étais petite, j'étais constamment punite. Un beau jour je me suis dite, ça ne va plus un site. Il faut que ça finisse, j'épouse l'institutrice. Et quand on sera marié, je serai toujours la première. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Son idée le ratait plus, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. J'adorais les animaux, les chiens, les chats, les chameaux, les poissons rouges, les taureaux, les poules et les veaux. Un jour dans une loterie, j'achète une otarie. Je l'amène à la maison et je l'installe dans le salon. Papa n'a pas voulu et maman non plus. Son idée le ratait plus, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu et maman non plus. Je mangeais quand j'étais gamin. Je mangeais quand j'étais gamin, tout ce qui me tombait sous la main. Je suçais les rideaux de satin et les traversins. Un jour, ma tante Estelle m'offre une boîte d'aquarelles. Elles étaient sans danger, alors j'ai voulu les manger. J'aimais beaucoup le violon, le trombone et le piston, la flûte et l'accordéon, le piano et le basson. Un jour le marchand passe, j'achète un corps de chasse. Dès la première leçon, toute la famille a dit:
Non. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Nos idées leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que les enfants. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Ma soeur m'avait fait cadeau d'une jolie paire de ciseaux. Je coupais les franges des rideaux en tout petits morceaux. Je taillais les tentures, les draps, les couvertures. Et je voulais même couper l'eau, le gaz. Il en manque une, il en manque une. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Notre idée leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que les enfants. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Notre idée leur a déplu, tant pis n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que les enfants. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, pic-pac, pic-pic, glou, 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding-ding-dong. Quand notre cœur fait tout avec lui dit, et c'est l'amour qui s'éveille. Il chantait la vie au rythme de ce qui redit à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil apparaît. La salle du jour fait tout avec midi quand notre cœur fait le vent dans les bois fait la des choses à boire fait. La vaisselle cassée fait, et les pieds mouillés font. Mais quand notre cœur fait, tout avec lui dit, l'oiseau dit aïe, c'est l'orage. Et l'éclat qui lui fait, et le bon Dieu dit, dans son fauteuil d'un nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. J'y arrive pas. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Le monde entier fait, tout l'univers dit, parce que mon cœur fait. Chers amis, avant le grand final des Cropettes, ces quelques mots. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de concocter le 2e épisode des Cropettes, que nous jouerons d'ailleurs du 24 novembre au 9 décembre à la Cité Bleue. Malheureusement, la paroisse, le conseil communal et monsieur le curé n'ont rien voulu nous donner. Nous avons donc pensé qu'il serait de bon ton de profiter de cette petite soirée pour faire une collecte afin de soutenir notre travail. Pour le 2e épisode. Pour l'art, pour les croquettes, merci. Nous préférons régler les questions financières avant le grand final. Non.
qui donne des sous. Vous savez, Roland, on avait prévu des petits fours à la première. Vous oubliez? Heureusement qu'on n'a pas prévu de décor dans le spectacle. Bon, et quand il avait de m'acheter une autre robe pour le deuxième épisode. C'est fichu. Roland, bah, jouez votre petit morceau là du début. Ah oui. Ah oui, arrêtez, c'est pire, il tape des mains, il donne plus de sous, hein. J'ai trouvé un bouton dans la croustille. Oui, un bouton. C'est pas avec un bouton qu'on va faire un spectacle. Afin de compléter cette quête un peu catastrophique, nous avons pensé à l'issue de ce spectacle organiser une petite tombola. Monsieur le curé a bien voulu quand même nous donner un tableau de sa collection privée. Présentation du premier prix. Présentation en musique. Rolande, ici vous nous disiez votre petit morceau entraînant là des coulisses. Le roi. Oui. Vous croyez? Oui. Vous avez l'air d'être un bricoleur. Vous pouvez me le... Yalahidi, yalahidi, yalahi, yalahidi, yalahidi, yalahi, yalahidi, yalahidi, yalahi, yalahidi, yalahidi, yalahidi. La Suisse est, comme on le dit, la succursale du paradis. Venez-y donc et sans façon, on vous chantera cette chanson. Yo, yalahidi. La Suisse est un pays cocagne. Yalahidi, yalahidi, on y chante dans nos montagnes. Yalahidi, yalahidi, les amoureux chantent à la belle. Yalahidi, yalahidi, les innocentes ritournelles. Yalahidi, yalahidi, les gars du Texas sont hippies, les nègres d'Harlem, hey, hey. Mais le plus beau des yeux c'est Yalahidi, heidi, heidi, hey. C'est un yodel qui vous enchante. Yalahidi, yalahidi, et jusqu'à Bing Crosby le chante. Yalahidi, yalahidi, les gars du Texas font hippie, les nègres d'Harlem, hey, hey. Mais le plus beau des yodels c'est Yalahidi, heidi, heidi, hey. C'est un yodel qui vous enchante. Yalahidi, yalahidi, et jusqu'à Bing Crosby le chante. Yalahidi, yalahidi, oui.
Destiné à de jeunes comédiennes et comédiens diplômés qui nous ont fait part de leur projet. Et je demande de nouveau aux membres du jury de venir me rejoindre pour cette remise de bourse. Alors, le jury a procédé à l'examen de 15 projets de stage répondant aux critères définis par le règlement, à savoir que les comédiennes et comédiens doivent être diplômés d'une école professionnelle et avoir participé au moins à une production professionnelle. Après examen et délibération, le jury a retenu 3 projets, tous d'excellente qualité. Étant donné que 2 des 3 projets étaient de courte durée, le jury a décidé de distribuer la somme globale selon les budgets fournis par les candidats. Si c'est clair. Le jury de la première fête du comédien a le plaisir de remettre une bourse de 8 000 francs à Elidan Arzoni pour un stage de 8 semaines à Paris, qui commence dès ce mois d'octobre, avec Jacques Walzer, membre de l'Actors Studio à New York. Je remercie tout le monde, en particulier le jury, pour cette bourse. J'en avais vraiment besoin. Et non, pas du tout. Et je suis vraiment très content, je vais pouvoir faire ce stage avec Jacques Walzer. Je suis sûr que ça plaira à André. Il adore l'Actors Studio. Et, André, j'aimerais te remercier pour l'enseignement que tu m'as donné. Tu as été un prof formidable. Et j'ai besoin de faire certaines expériences par moi-même. Donc, prends cela avec distance. Alors, merci, je suis vraiment heureux et à bientôt, j'espère. Au revoir. Juste quelques petits mots sur Elidan Arzoni, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il vit à Genève, il a 31 ans, et il a obtenu son diplôme de comédien au Conservatoire de Lausanne, section professionnelle d'art dramatique, en 1997. Il a déjà travaillé avec Stéphane Matteusi pour la télévision suisse romande, avec Claude Stratz comme comédien dans Ce soir on improvise à la Comédie de Genève en 1999, et avec Charles Joris dans l'intervention de Victor Hugo, où il a dirigé les chœurs. Également avec André Stéger comme assistant à la mise en scène sur Les bruits de la passion au théâtre de l'Orangerie en 1998. Le jury de la première fête du comédien a le plaisir de remettre une bourse de 4 000 francs à Jeanne Demont
pour 3 stages à Bruxelles, organisés par le CIFAS, Centre international de formation en art du spectacle, donnés par messieurs Emuntas Necrosius, Philippe Adrien et Marc Liebens, en janvier, mars et mai 2001. D'abord infiniment Philippe Lucher ainsi que tous les membres du jury qui ont décidé de me décerner cette bourse. Donc je vais pouvoir partir à Bruxelles, participer à 3 stages. Je suis très contente parce que je viens de terminer mes études fin juin au Conservatoire de Lausanne. Et voilà, je suis très contente de pouvoir faire cette expérience. Merci et bonne soirée. Comme elle vient de le dire, donc elle a terminé son diplôme également professionnel au Conservatoire de Lausanne. Elle a également travaillé pour des metteurs en scène comme Gisèle Salin, au Théâtre des Os, à Fribourg, dans Harlequin poli par l'amour de Marivaux, en 1995 et 1997, avec Denis Maillefer, dans Der Schauspieldirektor, opéra de Mozart, au Festival de la Cité, en 1998. Le jury de la première fête du comédien a le plaisir de remettre une 3e bourse de 4 000 francs à Céline Bolomet pour 2 stages à Bruxelles organisés par le CIFAS, donnés par messieurs Philippe Adrien et Emuntas Necrosius en janvier et mai 2001. Je sais pas très bien quoi vous dire, juste je vais essayer d'en faire une belle chose. Merci. Céline Bolomet vit à Genève. Elle a obtenu en 1997 son diplôme de comédienne à l'INSAS, Institut national supérieur des arts du spectacle à Bruxelles, section interprétation dramatique. Elle a déjà travaillé avec Omar Porras dans Les Bacchantes en 1999 et 2000, avec Jenny Schneider dans À l'Ouest des légendes de Eugène au Théâtre du Jorat en 1998 et 1999, et avec Domenico Carli dans Notre Mère de Pierre-Louis Pécla, Grange de Dorigny, 1999. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la suite de nos prestations, et avec Richard Gauthieron. Ne joue pas vite. Ferme tes yeux. Exercice Reactivation Sensorial. Tu sens le café noir bien fort? Je sais, il n'y a pas le café ni le verre. C'est Actor Studio. Marlon Brando, Al Pacino. Tu uses ton imagination, ok? Good, Rich, good. Maintenant, tu prends citron pressé, glacé. Yeah, good, good, Rich, yeah. Maintenant, tu prends douche chaude. Je sais, il n'y a pas l'eau. Tu discutes pas, ok? Et tu payes ton cotisation, hein? Ok. Tu sens sensation dans tout ton body? Ok, good. You're gonna be a good actor. I can feel it, Rich. Ok. Maintenant, tu prends douche glacée. Yeah, yeah. Maintenant, exercice Reactivation Emotional. Yeah. Tu rentres dans maison quand tu as petit enfant. Yeah. Yeah. Feel it. Yeah. Maintenant, tu retrouves petite chambre dans laquelle tu dormais. Yeah, couleur, l'odeur, yeah, la lumière. Tu retrouves petit lit dans lequel tu dormais. Yeah. Et sous le petit lit, qu'est-ce que tu trouves? Le petit doudou, le petit poupée avec laquelle tu dormais. Dis bonjour, petite poupée. Yeah, bonjour, bonjour, petite poupée. Bien, maintenant tu lui dis gros secret, grand chagrin. I don't want to hear, je veux pas l'entendre. Good, Rich. Good, Blair. Laisse aller l'émotion. Suffer, Richard. Suffer.
good, Rich. Oh, ok. Dis bye-bye, petite poupée. Rich? Rich? Come on, get it out. Rich? Come on, Rich! Hop! Oh, good, Rich. Yeah. Oh, man, you're gonna be a good actor, you know that? God damn. Ouvre tes yeux maintenant. Regarde. Elle mannequin anglais, elle superbe, hein? Yeah, elle veut faire cinéma. Toi, jouer dans scène dans la Ronda du Stisler avec elle. Yeah. Elle dans scène croit amour, toi just sexe, tu comprends? Très bien, on commence. Richard, easy boy, easy. D'abord échauffement. Non mais je la sens très bien cette chose. Richard, come on. Cool off. Elle pas pour toi, elle partie Hollywood. Elle gypsy, toi pas Tarzan. Il m'a trouvé toi un autre partenaire, moins sex appeal, mais plus comédienne, plus rapport avec ton personnalité. Trudy, approche! Cours, danse, cours! Change de rythme, cours, danse, jette-toi par terre, relève-toi, feignant, cours, change de rythme, grimpe le mur, grimpe, saute! Ah putain, je me suis niqué le genou là! Formidable! Utilise ta douleur! Écris musique dans l'espace, oh putain! Formidable! Change d'état! Je me marre dans la gueule, tu vois, tout à l'heure! Formidable! Change d'état! C'est pas possible, qu'est-ce que je fous là? Formidable! Allez, assis en l'air! Debout, couché! C'est à qui cette plaque de sang dégueulasse par terre? Souvenir. Enfin, toutes ces magnifiques expériences pour quoi? Oublions. Ce soir, je me sens, comment vous dire, c'est un peu comparable à l'émotion que doit ressentir un pilote de Formule 1 quand il va s'écraser dans la foule en transe à 300 à l'heure. Et que, pendant que son foie et sa rate explosent en une multitude de petites fleurs carmin dans l'habitacle qui lui sert de mixeur personnalisé, il fait le bilan de sa vie si Benetton. Seul Patrick Juvet pourrait exprimer mon sentiment. Oui, Philippe? Toi, tu ne fais pas ta programmation en feuilletant Pariscope, le neurone en torche, ou l'œil torve rivé pédophiliquement sur la date de naissance des comédiens? Je te remercie de me permettre d'éprouver au moins une fois le trouble de monter sur une scène quasi officielle. Excusez-moi, je sais pas ce qui me proche. C'est comme... Oh, mais c'est incroyable. Mais arrêtez, quoi. Mais toute cette énergie, c'est comme si les 90% des comédiens de Suisse romande qui ne montent jamais sur une scène institutionnelle entraient dans mon corps. Mais c'est incroyable. Mais arrêtez. Mais c'est indécent. Richard, rien que tu pleures. Si tu n'es pas content, viens travailler avec moi au café. Non mais papa, je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas le café. Tu n'as rien compris. Au théâtre, il faut les appâter, comme des clients, avec les kémias. Les kémias, qu'est-ce que c'est? Tu as déjà oublié, les kémias, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui donne soif. C'est gratuit, mais ça rapporte. Entrez les moineaux! Première tournée. On commence avec des cacahuètes bien salées, je vous en prie. Deuxième tournée. Richard vient de manger des cacahuètes. Va servir les clients. Troisième tournée. On continue avec une salade de pommes de terre, avec de l'échalote, des herbes, du sel, toujours la base. Richard, arrête de manger des cacahuètes et les pommes de terre. On va l'embobiner doucement, vous allez vous étouffer là. Les problèmes avec l'assurance, c'est encore pour moi après. Cinquième tournée. On continue avec une petite friture de Loire. Et voilà, du sel toujours. Ou alors
La sauce tomate avec une louche d'harissa d'ennui. 7e tournée. Que les écrevisses. Déjà, elles pleurent avant même que tu les mettes dans la sauce piquante. 8e tournée. Les calmars, les escargots, kiff. Eh ouais, le calmon. Que les gouttes, elles te tombent du front comme l'eau miraculeuse de la fontaine de Lourdes. Non mais papa, c'est fini le Far West. Mais on peut plus vivre comme ça. On vit dans le politiquement correct maintenant. D'ailleurs, moi aussi, comme Ruquier, je veux faire mon coming out. Oui, moi aussi, je suis hétérosexuel. Et quitte à en prendre plein la gueule, tendance hard. Ce qui n'aide pas franchement, comme vous en doutez, dans un métier où les voies du Seigneur ne sont pas toujours impénétrables. Richard, c'est comme ça que je t'apprête à te défendre dans la vie. Non, mais excuse-moi, papa, mais là, ça dépend pas de moi. Et alors, ça dépend de qui si ça dépend pas de toi, ta vie? Non, tu peux pas comprendre, papa. C'est plus subtil que le bistrot, le théâtre. Hein, c'est tout un cinéma où il faut rester soi-même malgré tout. Et alors? Mais il croit que les saucissons, ils posent tout seuls sur les arbres, lui. Et voilà. Le bistrot, c'est kiff bourré qu'on la même chose. Ils veulent du cinéma, tu leur en donnes. En technicolor en plus, Fabor. Tu te souviens du fils à papa qui voulait rigoler? Si je me souviens. C'était le mardi, le jour de la pasta de shoot. Tony, le copain de tonton Norbert, un napolitain de derrière l'Etna, nous en avait indiqué la recette. Sa sauce pour les pâtes, je sais plus exactement comment il la faisait. Mais l'ail, je m'en souviens encore. Il y avait renvoi au 18 mètres pour tous ceux qui n'avaient pas touché à la potion magique. Comme disait papa, celui qui n'aime pas ça, il n'aime pas sa mère. Et là, il fallait pas le déranger. Ou alors c'était à vos risques et périls. Et alors, les fonctionnaires toujours en congé? Allez, entrez, monsieur le président, directeur général des travaux finis. Vous allez voir, Marie-Emmanuel, il est assez instinctif. Hein. Oui, Pierre-Philippe, vous êtes extravagant. Ne me refaites plus le coup du viol collectif, ou alors assuré. Alors, t'as pas encore choisi? Si. Vous n'avez pas d'asperges? Je vais en manger, moi, pas des sucettes pour diabétiques. Il est en forme, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, t'as pas encore choisi? Si. Vos entrecôtes, elles sont comment? Rouges, avec de la viande à l'intérieur. Eh ben, qu'est-ce qu'il nous met, hein? On va prendre 2 petites gratinées. Non! C'est trop con pour choisir. Tu mangeras ces entrecôtes. Elles sont déjà un peu juste question fraîcheur. Je vais pas les jeter, non? Mais enfin, écoutez, Pierre-Philippe, un peu d'humour, quoi. Mais avec la tête qu'il a, celui-là, ça m'étonnerait, hein. Je vous demande ce que fait une belle femme qu'on voit avec ce bourricot à cravate. Ouais, j'ai été élevé par des bistrots. Depuis tout petit. Avant, c'était assez primaire. On allait au bistrot pour boire un pot et rigoler avec les copains. Il y en avait même qui donnaient des conseils. Tu partiras en avion et tu reviendras en haillon. Mais maintenant, on a les cybercafés. Clac, 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 clac. Bonjour, clac, 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 clac. Comment allez-vous? Clac, 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 clac. Très bien, mais je tape avec 2 doigts. Clac, 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 clac. C'est pas grave quand on a une souris et qu'on surfe avec. Clac, 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 clac. Comme vous dites. Et vous êtes où? Clac, 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 clac. Je suis clac, 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 au Cybercafé de Genève. La ville qui gagne. Clac, 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 clac. Et vous? Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. À côté de toi, du con. Et puis aussi les cafés où on fait de la philosophie. Des proches disaient, quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question. Enfin, pour revenir au bistrot, papa et moi, mais surtout lui, vu que moi j'étais pas très grand, on en avait écumé plusieurs au Maroc avant de revenir voir en France si les chrétiens se saoulaient autant que les musulmans. Non mais attention, je parle des mauvais musulmans ici. Hein. Les bons, oh là, seuls c'est ce qu'ils font. Et alors, on n'a pas rigolé à Alsace-Lorraine? Tu te souviens, monsieur Etcheverry? Monsieur Etcheverry. Ouais.
le directeur du théâtre lyrique. Claude, vous me gavez. Je n'arrive plus à rentrer dans mes pantalons. Vous rigolez, monsieur Etcheverry, ou quoi? Vous avez jamais été aussi beau. Vous êtes à croquer, on dirait un chapon de Noël. Il vous manque plus que les plumes et le label Poule heureuse. Écoutez, Claude, voyons. Ouais, monsieur Etcheverry, plus je connais les hommes célèbres, et plus j'aime les femmes humbles. Mais vous devenez rares, mesdames. Avant, pendant que vous papotiez en faisant quelques menus travaux accessoires, nous partions guerroyer ou chasser, de manière à vous ramener le soir ce sanglier que vous n'auriez plus qu'à écorcher, vider, et apprêter, rôtir, nous servir, panser nos plaies et accomplir en nos chevauchant votre devoir conjugal malgré la légitime fatigue que nous ressentons après un repas aussi lourd. Avant, il y avait quelques femmes célèbres. Lucie, Margaret Thatcher, dont on dit qu'elle est une femme, Marilyn, Jean Marais, mais la seule qui faisait ses cascades elle-même. Mais maintenant, vous êtes des millions, très millions même. Mais vous envahissez tout. Et on ne peut plus écouter la radio sans retrouver l'ambiance assistante sociale grande sœur qui débat sur la difficulté, quelque part, de vivre à 40 ans seul. Des proches disaient: le plus douloureux dans la solitude, c'est de ne pas partager son bonheur. Et se demander, en regardant le petit écran, avec quel pétard fluo Florence Heiniger s'est encore scalpée cette semaine. À propos, entre nous, vous avez vu Ariane Ferrier? Hein? On nous l'a torturée ou quoi? Hein? C'est son mari? Vous et moi non plus. Non, parce que elle a la même joie de vivre spontanée qui animait ces soldats ricains légèrement tuméfiés exilés par leur geôlier serbe. Cette grande fille mutine vous débite, et je pèse mes mots. Son box-office avec l'aisance d'un condamné à mort gracié qui lui annonce qu'il a un cancer généralisé. Non, je vous l'avoue, mesdames, je trouve que vous bougez beaucoup. Bien que ce ne soit pas toujours désagréable. C'est vous dire si je me sens plus proche de certaines d'entre vous que quelques-unes de vos congénères très militantes. Les misogynes ne sont pas toutes des hommes, croyez-moi. Richard, tu es fou, quoi? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Tu vas te créer des histoires, un vrai souk, hein? Non, je te parle d'homme à homme, là. Tu comprends, le malheur, c'est que les femmes, on est obligé de vivre avec. Alors, il faut faire avec. D'ailleurs, elles ont toujours raison. Moi, avec ta mère, j'ai jamais pu finir une phrase. Allez, viens, on va à la pêche. À la pêche, papa? Mais pourquoi? Parce que tous les poissons que j'ai jamais attrapés, ils étaient tous muets sur la vie de ma mère. Allez, viens. S'il y a de l'eau, il y a des poissons. Et s'il y a des poissons, Claude, il est là. Poussez-vous, je lance. Oh putain, purée au bout. Richard, mets-moi un verre, voilà, l'absent. Hein? Tu vois bien, je peux pas me salir, je dois encore aller au mariage de la belle-sœur. Oh la putain de sa mère, c'est un cachalot, Richard, la putain de malon, qu'est-ce que tu fais pour l'épuiser? Tu vas tout me cacher, hein? Tu la trouves pas? Bourré cocotière. T'as encore oublié, hein? Allez, plonge, hein? Elle est froide. Putain, quelle gonzesse! Moi, si j'avais ton âge, avec les dents par les ouïes, je le ramène sur la berge. Vas-y, donne-lui, hein? Le lâche pas ou tu payes l'apéro à midi. Doucement, pousse-le. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es planté l'hameçon dans la main. Hein? Tu peux plus l'ôter. Mais si t'as besoin d'un hameçon, t'as pas besoin de m'emmerder de devoir couper tes bas de ligne. Arrête. Tu comprends pas la plaisanterie ou quoi? Lâche pas le mulet, cogno. Il va se sauver, Ahmar. Oh putain, c'est un espalon, Ah, la pêche sur la baleine, c'est un métier dangereux. Poussez-vous la fleur, faire la photo. Richard, dégage là, tu vas pas que tu gênes toi derrière là. Madame Bobinet, on se fait faire midi. C'est Richard qui paye l'apéro. Un festival, le père Diodet, j'ai encore deux dans la besace là.
Ouais, quand Claude y fait, même le train il irait. Un festival! Un festival! Une grande maison isolée. Dans cette maison, une pièce sombre. Et là, quelqu'un, bâillonné, un bandeau sur les yeux, dans le noir. Dans le noir. Un otage. Un otage bâillonné. Donc, un otage pensant. Pensant, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je n'ai rien, rien à donner. Je ne vaux rien, pas même un échange. Alors pourquoi? Oh, se calmer, respirer. Se calmer, respirer. Se calmer, respirer. Il se libère. Il se glisse dans le couloir, là où se trouve le téléphone. Allô, allô, je ne sais si vous m'entendez, je suis retenu prisonnier dans une grande maison genevoise. Un domaine, avec un jardin. Non, 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 non. Non, il rêve qu'il se libère, qu'il se glisse dans le couloir, là où se trouve le téléphone. Allô, allô, je ne sais si vous m'entendez, je suis retenu prisonnier dans une grande maison genevoise, un domaine, avec un jardin. Tiens, un jardin. Un grand jardin. Je suis dans ce jardin. La lumière. Le parfum des fleurs. Il y a toujours un parfum de fleurs dans ce... Non. Non, ça va pas. Les fleurs, je les sens pas, les fleurs. La mer? Peut-être la mer. Oh non, 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 trop joli tout ça. Trop facile le coup de la séance de relaxation. Non. Non, il est prisonnier. Enfermé. Il cherche désespérément à comprendre ce qu'il fait là. Pourquoi? S'évertue à trouver une issue. Et tourne et retourne dans sa tête ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 plus concret. Viens là, toi, vous autres, on ne bouge pas ou je vous descends. Et là, il se souvient. On me saisit. On m'empoigne. Quelqu'un dont je ne vois pas le visage, ni le corps d'ailleurs. Un toucher.
Un toucher brutal qui m'agrippe, me colle au mur. Des mains qui me saisissent, m'emportent, me portent. Où? Je ne sais pas. Pourquoi? Angoisse. À côté, ça dit là. Un échange. Moi, en échange de... Moi, en échange de... Une prise d'otage implique donc toujours une victime, généralement innocente. Je suis dans la rue, je marche tranquillement, lorsque tout à coup, et dans l'ombre, quelqu'un qui prépare son coup. Le preneur d'otage. Le preneur d'otage. Quelqu'un a quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas. Que je voudrais. Celui qui là ne veut pas me la céder. Le forcer à me céder. Viser quelque chose ou quelqu'un à qui il tient. S'en emparer. Qu'il ne puisse plus l'atteindre. Et faire pression. Qu'il me cède ce que je veux en échange de mon otage. Mais voilà, c'est ça. Éclairer un mécanisme, un comportement. Et quelqu'un désire quelque chose qu'il n'a pas, que quelqu'un d'autre a. Ce quelqu'un d'autre, lui, désire conserver ce qu'il a et que l'autre n'a pas. De désir contraire. La prise d'otage a lieu lorsque A fait pression sur B pour obtenir la chose convoitée, que nous appellerons C, en s'emparant de D qui devient alors une monnaie d'échange. Ça y est, j'y suis, mettre en scène l'analyse. Dans un amphi, un discours de spécialiste. Ambiance amphi du dit. L'otage est donc une monnaie d'échange dont A s'empare pour obtenir C de B. L'otage, autrement dit D, n'a donc aucune valeur intrinsèque. Ce n'est pas lui qui est désiré. Il n'est utilisé qu'en raison de l'attachement de B à son égard. Oui. La théorie, c'est un peu sec. Non. Soyons pragmatiques. Postons-nous aux environs de quelqu'un qui désire ce que quelqu'un d'autre a et que lui n'a pas, etc., etc., et attendons le moment propice pour intervenir. Ah, voilà. Excusez-moi, messieurs les ravisseurs, de m'immiscer dans votre opération, mais je désirerais interviewer votre otage, si ça ne vous dérange pas. Oui, j'aimerais bien comprendre de l'intérieur ce qu'est une monnaie d'échange, enfin ce qu'elle est capable d'éprouver, vous comprenez? Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'otage, pouvez-vous nous faire part de ce que vous ressentez? Oui. Pouvez-vous nous faire part de ce que vous ressentez? Ah oui, le bâillon, bien sûr, excusez-moi. Voilà, je défais le bâillon et je reprends. Pouvez-vous nous faire part de ce que vous ressentez? J'ai peur. Oui, évidemment, mais encore. Il me fait mal avec son bras. Oui, bien sûr, mais à part ça, je ne peux plus bouger. Oui, mais là en dessous, je me sens... Oui, je me sens... Oui, je me sens utilisé, échangeable, remplaçable. N'importe qui peut donc être otage. L'homme de la rue. Excusez-moi, monsieur, mais je fais une enquête. Est-ce que vous avez déjà été pris en otage? Oui, enfin, je veux dire au sens large, hein. Je ne sais pas, mais par exemple dans votre vie quotidienne. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est pour vous qu'une prise d'otage? Et pour vous, madame? Et vous, monsieur, vous vous êtes senti parfois pris en otage? Et vous, là, maintenant, vous ne vous sentez pas, par hasard, pris en otage? Pris en otage? Pris en otage? Pris en otage? Je prends le linge,
Je l'étends sur la table, bien à plat. Je le lisse. Je la soulève. Je la pose sur le linge. J'assure la tête. J'arrache les pressions, les boutons à pression, doucement, pour ne pas la brusquer. Je sors gentiment les pieds du pyjama. D'abord un, après l'autre, doucement, pour ne pas la brusquer. J'empoigne d'une main les 2 pieds. Je soulève les fesses. Je glisse le pyjama sous le torse, dans le dos. Je détache les 2 scratchs. D'abord le droit, après le gauche. Je plie le linge en 2. Je dépose les fesses dessus, si jamais. Du jaune liquide partout, collant. Je le décolle de son fesse, de son dos, doucement, avec du coton humecté dans de l'eau, ni trop froide, ni trop chaude. Je sèche sa petite peau avec du papier, en tamponnant, pour ne pas l'irriter. Je lui applique de l'huile d'amande douce, entre les plis, tous les petits plis, pour que la peau ne rougisse pas. Je glisse délicatement le nouveau linge sous ses reins. Je le ferme, ni trop haut, ni trop bas, pour que rien ne transperce. Je remets les pieds dans le pyjama. Je referme les pressions, les boutons à pression. Je la dépose dans son lit. Je plie et range le linge. Et cela 10 fois par jour. Enfin, pas exactement. Ça dépend. Ça dépend des besoins. C'est le cas de le dire. Oui, monsieur, 10 fois par jour. Et votre mère a dû faire pareil pour vous. Incroyable, non, à vous voir maintenant bien calé dans votre gros fauteuil en cuir rouge. Vous n'imaginez pas le pensum que ça représente. Sinon, il y a longtemps que vous auriez inventé la machine à langer. Mais vous vous en foutez. Vous m'avez convoqué. C'est moi qui passe l'entretien, pas vous. Alors, allons-y. Vous souhaitez retravailler dès maintenant? C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment le choix. Mais êtes-vous bien sûr que vous serez suffisamment disponible? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Enfin, je pense. Bon. Alors, si vous pensez... Pensez. Il ne s'agit pas de penser. Ouin, j'arrive, je suis là, oui, je suis là. Ouin, j'arrive, je suis là, oui, je suis là. Ouin, j'arrive, je suis là, oui, je suis là. Je ne suis plus qu'un gros sein. Monstrueux. Gonflé. Gorgé de lait. Bosselé. D'ailleurs, je vois bien que vous me regardez comme ça. Oui, vous pouvez bien baisser le regard, ça ne change rien. Je vois bien ce que vous pensez. Oh non, ça va pas. Je peux tout de même pas étaler ma misère personnelle comme ça. À moins que... Peut-être qu'en prenant un peu de distance... Je ne suis plus qu'un gros sein, monstrueux, gonflé, gorgé de lait, bosselé. Oh d'ailleurs, je vois bien que vous me regardez comme ça. Oh oui, vous pouvez bien baisser le regard, ça ne change rien. Je vois bien ce que vous pensez. Je ne suis plus qu'un gros sein, monstrueux, gonflé. Oh non, ça va pas tout ça. Bon, reprenons. Il était une fois une situation. Non, une définition. Non, une interview. Non, plusieurs interviews. Non, une histoire. Non, l'histoire d'un auteur. Non, l'auteur d'une histoire. Non, un auteur pensant. Qu'est-ce qu'un otage? Qu'est-ce qu'un otage? Qu'est-ce qu'un O? Qu'est-ce qu'un O? Un O, c'est... Non, c'est qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Non, c'est retenu prisonnier, non. S'évader dans la tête, non. Un jardin, non. Non. On m'empoigne, non. Dans la rue, non. De désir, mon mécanisme, mon faire pression, non. Des échanges, non. Interview, non. Un objet, non. Tout le monde, non. Échange, non. Prison, non. Une maman, non. Un bébé, non. L'histoire d'un auteur, non. Qu'est-ce que c'est? Non. Oh là là. Non, reprenons. Oh,
l'île de l'eau. Une maison. Une grande maison isolée. Dans cette maison, une pièce. Sombre. Et là, quelqu'un. Bâillonné. Un bandeau sur les yeux. Dans le noir. Un otage. Un otage bâillonné. Donc, un otage pensant. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je n'ai rien. Rien à donner. Je ne vaux rien. Pas même un échange, alors pourquoi? Un otage. Se calmer. Respirer. Isabelle Bonillo. Merci. Et bien maintenant, quelqu'un va me prendre la vedette et je passe la parole à mon collègue de Saint-Gervais, Philippe Macasdar. Le plus souvent, nos expériences se transforment très vite en jugements. Ces jugements, nous en gardons le souvenir, mais en les confondant avec les expériences. Naturellement, des jugements ne sont pas aussi sûrs que des expériences. Il faut une technique bien définie pour tenir frais le souvenir des expériences, de façon à pouvoir sans cesse y puiser de nouveaux jugements. Je me souviens que le petit A.S. est né à la rue du Vieux-Billard. Et c'est pour ça que, tout naturellement, en traversant la rue, il s'est inscrit au Parti du Travail. Je me souviens que François Simon et André Stégère chantaient des airs de l'opéra de Katsou en peignant les décors du théâtre de poche naissant. Je me souviens de Jean Brassat, dans le rôle de Leufer, le précepteur castré de Lenz, relu par Brecht. Je me souviens d'A.S., assistant les yeux écarquillés aux répétitions de Visconti, Bergman et Brecht au Théâtre des Nations à Paris. Je me souviens de Charles Denner dans le rôle de Kragler, le soldat mort-vivant qui retourne au pays dans Tambour dans la nuit. Je me souviens de François Bertin dans Les Rustres, en Bourgogne. Je me souviens de Roland Barthes invitant Stégère à travailler à la Sorbonne sur l'Orestie. Je me souviens d'Arthur Adamoff au bar du Old Navy, jouant au ping-pong avec Stégère et rêvant avec lui à une sainte Europe. Je me souviens que Philippe Clévenot a fait ses débuts dans Le Chandelier, quelque part en Lorraine, aux côtés de Daniel de Villers, et que le jeune dramaturge de Stégère s'appelait Jean Jourdeuil, qui lui avait été recommandé par Bernard Dort. Je me souviens que lors du joli mois de mai, Stégère avait comme élève à l'école de Strasbourg Robert Gironès, Jean-Louis Hourdin, Jean-Paul Wenzel, et que bien qu'il leur ait fait découvrir Brecht et Godard, eux et lui n'étaient pas ensemble sur les barricades. Je me souviens de Philippe Van Kessel, sur la grande table, qui faisait office de décor pour mesure, mis en scène avec la complicité de Marc Libens au théâtre du Parvis à Bruxelles. Je me souviens. Je ne me souviens pas de la première fois que j'ai rencontré André Stégère. Je me souviens de sa mise en scène de l'impresario de Smyrne, un Goldoni exhumé par Visconti dans les années 50 et que Stégère avait repris et présenté à la maison de quartier de la Jonction. Je me souviens du crâne chauve de Gilbert Divorne, de la verve malicieuse de Daniel Morsat,
de la beauté énigmatique d'Yvette Terola, du punch gracieux de Michel Gleiser, et puis aussi de la virtuosité grinçante de Roger Gendly, du masque glaçant de Gérard Despierres, et j'en oublie. Je me souviens d'une représentation énergique et virevoltante de l'héritier de village, à l'invitation de Daniel Janet, alors professeur au collège de Candolle, un de ces après-midi où l'école reprend tout son sens et sa grandeur. Je me souviens que le plus beau spectacle du théâtre s'appelait Le voleur d'épouses, de Bernard Dengland, d'après l'auteur chinois Quan An Kin. Je me souviens que je n'ai pas vu ce spectacle. Je me souviens des acteurs de bonne foi à Carouge, dans un décor blanc et lumineux de Roland Deville, précédé d'un prologue écrit par Michel Beretti. Je me souviens avoir acheté le programme, édité par le Centre dramatique roman dirigé par Franck Jotran. Je me souviens l'avoir longuement et longtemps ausculté, intrigué par une foultitude de mots quelque peu obscurs à mes yeux néophytes. Induction, fable, syntagme, paradigme. Je me souviens que Stégère avait transposé l'action de cette pièce de Marivaux dans une plantation de coton avec esclaves nègres et maisons coloniales. Je me souviens de Séverine Bujard, Patrick Lapp et Jean-Charles Simon, et aussi d'un notaire à la plume d'oie débarquant vers la fin de la représentation comme le veut la tradition. Je me souviens que cet acteur était aussi assistant à la mise en scène et s'appelait Hervé Loichemol. Je me souviens de mon premier stage avec André Stégère au caveau sur l'œuvre de Strindberg. Je me souviens de Francisca Calle et de Françoise Courvoisier. Je me souviens avoir quitté le stage après quelques jours pour monter mon premier spectacle. Je me souviens qu'André Stégère est venu voir comment M. Mockinpot fut libéré de ses tourments de Peter Weiss à la salle Patinot et qu'il m'a ensuite invité à l'International où nous avons mangé de la chasse. Je me souviens d'un stage à Vidi où Stégère voulait travailler sur Nuit de guerre dans le musée du Prado, la formidable pièce de Raphaël Alberti. Je me souviens avoir argumenté contre ce choix et convaincu mes camarades de ne pas monter ce texte. Je me souviens que Stégère était quelque peu estomaqué, mais ne m'en a pas voulu outre mesure, et qu'en fin pédagogue et dialecticien émérite, il a immédiatement fait une contre-proposition qui nous a permis de nous initier à l'œuvre de Jacob Lenz, le poète du Sturm und Drang. Je me souviens avoir découpé en 1000 morceaux le texte des 3 grandes pièces de Lenz, m'initiant avec colle, ciseaux, crayon au vertige du montage pour ce qui allait donner notre spectacle de fin de stage, Lenz Manigance. Je me souviens avoir joué avec Laurence Favre, Ange-Marie Franière et Heidi Kipfer. Je me souviens avoir fumé mon premier cigare par mimétisme et y avoir pris du plaisir. Je me souviens avoir rencontré pendant une répétition du Misanthrope à la Comédie celle qui allait devenir bientôt ma femme et donner naissance à notre fils. Je me souviens de Claude Mathieu, en Célimène, inoubliable et bouleversant portrait d'un être en quête d'un improbable équilibre, écartelé entre ses désirs et ses aspirations légitimes et le regard des autres. Je me souviens que Jacques Denis, Alceste noir, colérique et tragiquement comique, puisait son inspiration dans la lecture du livre de John Berger, Voir le voir. Je me souviens de Corinne Codret, impeccable et lumineuse Arsinoé. Je me souviens du décor de Claude Lemaire et de ses reflets, ses hauts miroirs à cour et à jardin, qui faisaient dire à André Stégère, dans une formule publicitaire dont il a le secret, que le spectateur devait impérativement voir le spectacle au moins 2 fois, du point de vue de la cour et du point de vue du jardin. Je me souviens que Claude Mathieu et Fabienne Barrault répétaient, en plus des répétitions officielles, avec François Germont, Dominique Gay et Jacques Michel. Je me souviens que Jacques Denis ne se joignait pas à eux, considérant que seules les répétitions avec Stégère avaient raison d'être. Je me souviens qu'A.S. établissait le planning des répétitions en fonction des horaires TV des matchs de rugby qu'il préfère au foot. Je me souviens avoir vu le Misanthrope une dizaine de fois depuis la 2e galerie. Je me souviens qu'à l'époque, le monde se divisait en 2, les Brechtiens et le reste. Je me souviens avoir eu très vite la sensation d'être du bon côté. Je me souviens avoir appris qu'il existait des spectacles stégériens et d'autres
mentaliste. Je me souviens de tous les livres que A.S. n'a pas lus. Je me souviens d'une répétition de Victor ou les enfants au pouvoir, à Vidi, où Stégère indiquait, cigare au bec et texte à la main, une mise en place signifiante autant que jubilatoire. Je me souviens de son Arnolphe, suant comme un jeune phoque, et à la délicatesse vigoureusement pathétique du mammouth amoureux. Je me souviens de Stégère, cherchant à justifier telle de ses mises en scène moins heureuses qu'une autre, en bâtissant une théorie sur le fading, soit une façon de revendiquer le droit à faire des spectacles déceptifs et inaboutis qui iraient même jusqu'à ennuyer le spectateur. Je me souviens de ma perplexité irritée et au fond de mon désaccord. Je me souviens du choc qu'a représenté pour Stégère l'arrivée de Benno Besson. Je me souviens que Besson a accueilli son Schweik et l'a invité à mettre en scène les nègres et les revenants à la comédie. Je me souviens que Jean Le Poulain a demandé à Stégère de faire entrer au répertoire de la comédie française le Saint-Genès de Rotrou. Je me souviens que Stégère a dirigé la SPAD de Lausanne et que Nathalie Boulin a suivi ses cours. Je me souviens que Nathalie Boulin, de peur de ne pas tout comprendre, a enregistré tous les cours qu'elle recopiait ensuite à la maison. Je me souviens que quelque temps après, elle revenait au cours et elle comprenait. Je me souviens de l'enterrement du père d'André et du verre que nous n'avons pas bu ensemble. Je me souviens de la silhouette d'oiseau de nuit d'Antoine Vitesse au parterre du Français lors d'une représentation d'Amour pour amour qu'il avait commandée à Stégère. Je me souviens du regard d'André Stégère ce matin à Saint-Gervais, de son intelligence vive et comme apaisée à une semaine de la première d'Abécédaire. Je me souviens d'une anecdote qui circulait dans le milieu il y a une vingtaine d'années. L'ex-doyenne de l'École supérieure d'art dramatique de Genève, à la question de l'un de ses élèves qui cherchait à savoir pourquoi André Stégère n'enseignait pas à l'ESSAD, aurait répondu qu'André Stégère était la mort du théâtre. À ce tarif-là, le mort est bien vivant et a encore de beaux enterrements devant lui. Être plaisant, c'est une des tâches principales du comédien. Il doit tout jouer avec plaisir, en particulier l'horrible, et montrer le plaisir qu'il y prend. Celui qui n'enseigne pas en divertissant et ne divertit pas en enseignant n'a rien à faire au théâtre. À toi de jouer. Oui, c'est peut-être pas très... Non, c'est pas très long. Mais moi, je pensais qu'il fallait rendre hommage un peu aux comédiens, et pas à travers moi, mais à travers un grand du théâtre d'abord, et puis du cinéma ensuite, Serge Eisenstein. Il a parlé d'une comédienne, une fois, et je souhaite à tout le monde qu'on puisse parler, comédien ou comédienne, comme Eisenstein parle de Judith Glaser. À la veille du 3e anniversaire d'octobre, 2 jeunes filles sanglotaient. L'une en rouge vif, l'autre tout en noir. Le responsable de leurs larmes était un jeune artiste. Les filles aussi étaient toutes jeunes et s'y connaissaient aussi très peu en théâtre. Et pour elles aussi, c'était le premier spectacle de leur vie auquel elles participaient. Et les 3 filles sanglotaient, versant des larmes pour 3. Au demeurant, les jeunes filles étaient loin d'être si coupables. Surtout la seconde, celle en noir. Cette jeune fille mal à l'aise dans le velours noir traditionnel de la femme énigmatique est réellement une jeune ouvrière. Elle vient de quitter son travail dans une usine de Moscou pour faire du théâtre. L'artiste débutant, c'est moi. La jeune fille en rouge, le destin l'a emportée dans l'oubli et son nom est sorti des registres de ma mémoire. Mais la jeune fille en noir, étendue sur le plancher, c'est Judith Samoïlovna Glaser, grâce à Dieu toujours en pleine santé. J'étais le premier artiste dont Glaser subissait la poigne. Et Glaser était la première actrice que je m'efforçais de faire entrer dans un dessin rigoureusement agencé. Judith ravalait héroïquement ses larmes. Et en même temps que ses larmes, c'est bien ce même soir, à mon avis, qu'elle a avalé aussi, pour la première fois, une bonne dose de ce subtil venin qu'est l'amour du dessin rigoureux d'un mouvement,
de la netteté d'une image plastique, de la précision dans la conduite intérieure d'un rôle. À cette époque lointaine, qui disait Gliser, disait Strauss. Je vivais avec Strauss, mon vieil ami d'enfance, dans une seule chambre pendant ce rude hiver de 1920. Nous dormions en pelisse, nous mangions en pelisse, nous passions nos soirées en pelisse. Au centre de la pièce trônait notre fierté, un petit poêle tout en hauteur. Parfois, nous réussissions à faire cuire dessus les galettes. Mais la chaleur qu'il dégageait n'atteignait pas les murs et ne réchauffait absolument pas notre tanière des clairs étangs près de la porte Podkovski. Parfois, rentrant tard à la maison, je trouvais dans la pièce, en plus du poêle, un paravent. Le paravent séparait mon coin du coin de Strauss, ce qui voulait dire que Strauss n'était pas seul. Le matin, nous buvions de l'eau bouillante à trois, Strauss, Gliser et moi. Je commençais à m'occuper de mise en scène. Je travaillais le premier rôle avec Strauss, et nous nous échauffions terriblement, nous étions follement passionnés. De nous trois, c'est peut-être Gliser qui s'échauffait et se passionnait le plus. Nous vivions maintenant tous les trois dans l'appartement des Clairs étangs. À ce moment-là, j'étais séparé de la famille Strauss-Gliser, non plus par un mince paravent, mais par un vrai mur, entre deux chambres indépendantes. Mais nous étions unis, comme par le passé, par l'enthousiasme ardent qui échauffe toujours les premières œuvres créatrices et les premières recherches. Heureux ceux qui savent conserver cet enthousiasme tout au long de leur vie de créateur. Nous trois, semble-t-il, n'avons pas à nous plaindre. Il y a dans tout ce que fait Gliser un charme étrange et original. Elle se diffère toujours. Sa technique d'actrice a la précision du travail d'un clown. Sa manière de se déplacer a la netteté d'une formule mathématique. Sa maîtrise du rythme a la perfection de l'œuvre d'un poète de premier ordre. Mais elle pénètre l'essence idéologique d'un personnage. Elle dessine ses rôles avec une précision si brutale que, très souvent, l'absence de relief dans le travail d'un partenaire ou la fragilité d'une mise en scène inexpressive se révèle immédiatement dans toute leur faiblesse et leur infériorité, à côté du sévère rappel à l'ordre de son écriture créatrice. Un dessin infiniment caustique et ironique, parfois simplement amusant, parfois pathétique, parfois digne de la tragédie. Mais toujours mûrement achevé et épuisant toutes les possibilités de ce qui s'est proposé à son attention. Et c'est là qu'est la grande leçon de technique du clown et de l'acrobate, à la rude école desquelles j'ai autrefois fait passer sans pitié mon ami et élève. Bernard Shaw parle quelque part de la différence entre un funambule et un acteur. Le premier, s'il se trompe, se casse le cou, le second échoue simplement. Et je comprends par quelle grande école préparatoire d'autodiscipline et de responsabilité artistique sont passés autrefois les grands acteurs français, et le plus grand d'entre eux, Frédéric Lemaître, qui a commencé sa carrière, comme beaucoup d'autres, en entrant sur scène, sur les mains, au théâtre de boulevard, des funambules, avant d'avoir les deux jambes solidement plantées sur le piédestal du plus grand acteur romantique du siècle passé. Et ce n'est pas seulement dans la précision de l'interprétation qu'on voit chez Gliser la leçon de cette tradition, pas seulement dans la netteté du dessin, mais aussi en ce qu'elle tire des conséquences et du matériau proposé tout ce qu'il y a d'imaginable et de possible. C'est ainsi que travaille Gliser, et pas seulement dans la mise au point de ces petites touches personnelles que tout acteur superpose au dessin général d'un rôle. C'est ainsi également qu'elle travaille le geste, jusqu'à ce qu'elle en tire tout son pouvoir expressif dans ce qu'il a d'essentiel et dans toutes ses nuances. C'est ainsi qu'elle joue du regard, c'est ainsi qu'elle traite l'intonation, et qu'elle trace à grands traits hardis aussi bien le dessin général que les détails d'un rôle. Il lui arrive de jouer de toutes petites scènes, des rôles épisodiques pour lesquels Gliser, comme toute grande actrice, ne se passionne pas moins que pour les rôles plus importants. Mais nous sommes là encore à des centaines de milles de ce que nous savons de Gliser dans la vie. Cette bagarreuse qui, pour exécuter un rôle, est capable d'une dépense surhumaine d'attention et d'effort, est méconnaissable en dehors du travail. Dans la vie, c'est un être tranquille, qui peut rester couché des jours entiers et demander d'une voix d'enfant pleurnichard du
thé ou des jaunes d'œufs battus avec du sucre pour combattre un enroulement imaginaire. Et puis ranger pendant des heures un stock de chiffons allant d'une indienne bariolée à un lamé scintillant, de précieuses soirées orientales fanées jusqu'au mystère chaud d'un velours en passant par une étoffe paysanne imprimée ou une plaka ukrainienne. J'ai toujours été frappé que cela se passe sans la moindre idée de faire un jour de tout ça des toilettes. Elle range, plie, déplie, essaye, se demande si ça va, replie à nouveau et refourre le tout dans n'importe comment au fond d'une armoire à glace grinçante. Ça peut durer des heures, des jours, des semaines. Mais voilà qu'un nouveau rôle vient bourdonner dans le champ d'attention de Glizer comme dans la toile d'une araignée qui somnole paresseusement. Et ce ne sont plus des minutes, ni des heures, ni des jours, mais des semaines et des mois qu'elle est capable de brûler du feu dévorant de l'inspiration. Capable de perfectionner infatigablement pendant des heures chaque petit détail. Tout va bien si c'est un détail de pantomime. Mais que Dieu nous garde si c'est un détail d'intonation. Des jours entiers, à pleine voix, elle se mettra à hurler la même et unique phrase en essayant l'intonation, en interprétant différemment les mots ou en détachant phonétiquement chaque syllabe. Les voisins se bouchent les oreilles, avec les doigts d'abord, puis avec les paumes, puis avec du coton, puis en s'emmitouflant la tête dans une écharpe, peine perdue. L'obsédant passage du rôle ne cesse de se répandre victorieusement, répété et répété comme le crépitement d'une mitrailleuse, comme le solfège d'une flûte, et il se répercute dans le cerveau de l'auditeur condamné, tel le bruit de tous les marteaux, grands, petits et minuscules d'un atelier de forge. Et là, ouvrière infatigable, elle va encore combiner, assembler pendant des jours entiers le scintillant lamé de la mise au point extérieure d'un rôle et la dentelle compliquée du mouvement de l'intonation intérieure. La simple indienne bariolée d'un détail et le velouté profond d'un personnage. Il y a des actrices qui brodent leur rôle avec des perles. C'est ainsi que Hyacintova dessine un personnage scénique. Il y a des artistes qui brodent au fil de soie, comme Babanova. Il y a ces actrices qui se parent du plumage d'oiseaux de paradis imaginaires qu'elles attrapent au vol et plument sans pitié, comme Serafima Birman. Mais avec Glizer, c'est différent. Glizer travaille en entrechoquant la facture et le timbre des matériaux eux-mêmes. D'où la saine sensualité et la densité de matière de ses personnages scéniques. D'où son étrange affinité avec les courants d'avant-garde de la musique et de la peinture. Et en regardant son travail, ce n'est pas à Somov, ni à Borisov Moussatov qu'on pense, mais à Tatlin et à Malevitch. Pas à Mozart ni à Debussy, mais à Prokofiev et à Stravinsky. Et si je ne mentionne pas Picasso, c'est uniquement pour ne pas détériorer ses rapports avec Alexandre Gerasimov. On commence alors à comprendre ces jours d'oisiveté apparente où pendant des heures, presque somnambule, elle trie les étoffes et les tissus. Pour qui est capable d'accumuler les impressions prises sur le vif et sait comment et quand s'en servir pour éclairer les créations de sa propre fantaisie. Ramener à terre, avec réalisme, son envolée excessive et modeler d'après ces images, des images qui sont de véritables répliques dues à sa propre création, mais dont la trame a été tissée avec les fils de la réalité. Glizer sait le faire avec une perfection incomparable. Ce texte est merveilleux. Il est coupé, mais il dure encore beaucoup, et je ne pense peut-être pas vous lire la totalité ce soir. Simplement, j'aimerais dire que ce qu'il rajoute, qui est très important, c'est que Glizer, en fait, apprend tout avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, Strauss, qui lui insuffle, dramaturge, connaisseur de théâtre et tout ça, qui lui insuffle les choses. C'est ce dialogue. C'est-à-dire que la création théâtrale est une chose partagée. Et ce partage, il faut tous essayer de le trouver tout le temps dans notre vie et ne pas travailler seul dans son coin. J'ajouterais pour mon camarade, ami Elidan, que, à la limite, il n'a pas besoin du stage de l'acteur studio. Je vais quand même lui raconter un petit truc. Je vais lui raconter un truc. Le théâtre, c'est une chose très simple, très très simple. Un mec est dans la rue, il attend l'autobus. Seul.
Tout d'un coup, quelqu'un se pointe derrière, il ne le voit pas venir, et simplement, par derrière, il sent qu'on lui frappe sur l'épaule droite. Le jeu psychologique dit, tiens, quelqu'un me frappe sur l'épaule droite, il voudrait prendre ma place, je vais voir qui c'est. L'acteur studio, même geste. L'acteur se dit, tiens, quelqu'un me frappe sur l'épaule droite, il a dû avoir un problème de sevrage trop tôt, alors donc il faut vraiment voir le problème parce que la mort, c'est ça. Pour compléter l'information, la farce, c'est un truc très simple, puisque le théâtre se résume toujours, que ce soit dans le texte ou dans le geste, à la question de la relation de la cause et de l'effet. Alors, là, on voit très bien que des causes identiques font naître des effets différents. La farce, c'est le grossissement de l'effet par rapport à la cause. Quelqu'un tape légèrement comme l'autre sur l'épaule droite et le mec s'écroule par terre. C'est la farce. Par contre, le burlesque, ou la déconstruction, c'est d'inverser l'effet par rapport à la cause. Si quelqu'un te tape sur l'épaule droite, tu fais... Et on est dans le burlesque, c'est tout. Je crois que le théâtre maintenant a tout compris. On vient de renvoyer la bonne, tandis qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Ça tourne par rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des grosses idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'emmène, j'aime bien faire des bêtises. J'aime bien casser le droit vitre et faire croire après que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'ai crevé un œil au chat de grand-mère. Quand je suis tout seul, je dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus des photos de belles dames toutes nues. Ça tourne par rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, j'aime bien faire des bêtises. Paraît qu'avec de la poigne on peut me soigner, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les fleurs. Leur arracher les pétales, je sais pas ce que j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé, ça tourne par rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, j'aime bien faire des bêtises. Merci. J'ai souvent entendu dire que les chanteurs, les comédiens, et aussi les metteurs en scène, ouais, aussi, étaient des gens particulièrement égocentriques, égoïstes, concentrés sur eux-mêmes. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je me fous des autres, ils ne servent à rien.
J'ai pas de parents, j'ai pas de copains, pas de poisson rouge, pas de chat, pas de chien. Y'a quand je suis seul que je suis bien. J'ai le type athlétique enveloppé. C'est juste le genre de mec qui me plaît. Comment penser un seul instant que quelqu'un puisse m'aimer autant? Je m'aime, je m'aime, je m'aime, oui, je m'aime. Avec ardeur, avec ivresse, dans mon regard plein de promesses, je vois passer des paquebots. Quand on s'aime, il fait toujours beau. Oh, m'envoyer en l'air, j'ai un blocage. Quand je vois tout ce qu'il y a à déplacer, j'aimerais en prendre que la moitié, laisser le reste pour un autre voyage. Le soir tout seul, je m'émoustille, des heures nues devant mon miroir. Ça me rend fou quand je me déshabille, tout ça soit moi, je peux pas y croire. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Avec furie et volonté, quand je m'aperçois que je suis si beau, on me salue comme un fourneau. Quand on s'aime, il fait toujours chaud. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. À quelle heure je m'aime, que je m'aime. Ça finit par être un problème quand je suis seul avec moi-même. Faudrait tout de même que je me surveille. J'entends que j'aime plus rien d'une oreille. Merci. Bonne soirée.